La réconciliation nationale est en marche au Mali pour déblayer le chemin. 4 membres du gouvernement étaient dans les régions du nord du pays. Les ministres de la réconciliation nationale, de la sécurité et de l'administration territoriale étaient à Gao et celui des affaires étrangères à Tombouctou. La rumeur courait sur une éventuelle menace acridienne sur la campagne agricole 2013-2014. Eh bien, elle n'est pas fondée. Aucune menace n'existe à ce jour. Assurance donnée par le Centre national de lutte contre le criquet pèlerin. Son directeur nous a accordé une interview sur le sujet. En santé, nous nous intéressons à l'infirmité motrice cérébrale ou IMC, une affection qui touche essentiellement les enfants et qui peut les handicaper à vie. La chronique santé du jour, c'est en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Le Premier ministre Oumar Tatamli a reçu ce matin en audience une délégation de la Troïka, un groupe de partenaires venus échanger avec le chef du gouvernement sur les priorités des nouvelles autorités du Mali. Auparavant, le Premier ministre avait échangé avec une délégation de la Banque islamique de développement sur le projet d'achèvement des travaux de l'aéroport international Bamako-Sénou. Le compte-rendu de Bourama Traoré. Le Premier ministre Oumar Tatamli reçoit d'abord une délégation de la Banque islamique de développement BID. La délégation est au Mali pour évaluer le projet d'achèvement des travaux de l'aéroport international de Bamako-Sénou. À en croire le chef de la délégation de la BID, les choses évoluent de façon satisfaisante. La Banque islamique a eu un échange et a rendu compte de ses travaux d'évaluation par rapport à ce projet, a montré son intérêt et a aussi montré toutes les étapes qui ont été faites, qui restent à faire pour l'accomplissement de ce projet. Ce projet est important pour la BID, pour le Mali aussi, et nous avons rassuré le Premier ministre sur aussi la disponibilité de la BID à aller de l'avant pour pouvoir mener à terme ce projet. Pour l'instant, on est en train de faire l'évaluation, donc je ne serai pas en mesure de vous donner toutes les informations à ce propos, mais on est dans un état très avancé et je pense que d'ici bientôt, vous allez entendre des bonnes nouvelles. Le chef du gouvernement a ensuite accordé une audience à une délégation de la Troïka. C'est un groupe de partenaires techniques et financiers comprenant l'Allemagne, le Danemark et la Banque mondiale. La délégation s'est entretenue avec les premiers ministres sur les priorités des nouvelles autorités du Mali, en ligne de mire la réconciliation nationale. Évidemment, il a souligné l'importance d'arriver à la réconciliation et dans ce contexte aussi noter les questions de développement qu'il faut maîtriser, tant pour le Nord que pour tout le Mali, notamment la réforme des institutions, la bonne transparence, la décentralisation. Et on a aussi avoir un échange approfondi sur les secteurs clés du Mali, donc l'éducation notamment, mais aussi l'agriculture et les mines. 2 audiences et un point commun, celui de l'engagement des partenaires à accompagner le Mali dans son processus de reconstruction et de relance de l'économie nationale. Le collège électoral pour les élections législatives sera convoqué très bientôt. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure le Premier ministre Oumar Tatamli à l'issue de la rencontre qu'il vient d'avoir avec les 15 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Outre cette question sur les législatives, le chef du gouvernement a abordé le sujet relatif au cadre de concertation dans lequel il entend impliquer les partis pour la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Les détails dans nos éditions de demain avec Amadou Sankari. Le ministre des Maliens de l'Extérieur, précédemment député, a remis ce matin au président de l'Assemblée nationale par intérim sa lettre de démission du poste de député. La loi malienne interdisant le cumul de mandats. Youssou Diakité. Le ministre des Maliens de l'Extérieur, en remettant cette lettre de démission de son poste de député au président de l'Assemblée nationale, parce que nommé ministre fait référence à la loi numéro 02-010 du 5 mars 2002, une loi qui stipule ce qui suit. Tout député qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un cas d'incompatibilité, doit opter dans un délai de 30 jours entre sa fonction et son mandat. Passé ce délai, il est déclaré démissionnaire de son mandat par le président de l'Assemblée nationale, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. C'est un débat que nous avons
dans notre pays depuis beaucoup d'années, la suppléance des députés de l'Assemblée nationale. Donc, en l'absence de cette règle de suppléance, quand on quitte l'Assemblée nationale, on a quitté. Donc, ce n'est qu'à la faveur d'une nouvelle élection qu'on peut y retourner. Par ailleurs, il a saisi l'occasion pour remercier tous les députés avec lesquels il a collaboré pendant 6 ans et parfois eu des débats houleux. Mais précise-t-il, l'objectif est d'aborder des questions liées au développement durable du pays. Le gouvernement envisage de prendre des dispositions pour rétablir l'État et le droit à Kidal pour que les forces armées maliennes puissent accomplir leur mission. C'est le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord qui l'affirme après les incidents d'hier survenus dans la capitale de l'Adrar des Iforas. Je vous rappelle que le convoi ministériel a subi des jets de pierre de la part de manifestants proches du MNLA. Pour autant, Cheikh Oumar Diarra est déterminé à poursuivre le dialogue avec les Maliens sur l'ensemble du territoire national. Envoyés spéciaux à Kidal, Tchédje Kamara et Yaya Konaté. Bienvenue à la mairie de Kidal. C'est ici désormais, et cela jusqu'à preuve du contraire, le QG de l'administration malienne dans la capitale de la 8e région. Depuis leur retour dans la ville en juillet dernier, c'est ici que travaille le gouverneur et l'ensemble de son administration avec ses services techniques, les locaux qu'ils doivent occuper étant encore tenus par les groupes armés. Ils y travaillent mais aussi vivent sur place. Les sorties sont plutôt rares à cause de la tension qui règne dans la localité. Les forces internationales sont présentes en nombre, mais les délégations officielles venant de Bamako sont souvent prises pour cible par des manifestants violents. À la MINUSMA, la situation est classée sensible. La situation à Kidal rentre dans un cadre d'ensemble du déploiement de la MINUSMA, où Kidal est ciblé pour effort, comme effort donc pour le commandement de la MINUSMA. Étant entendu que c'est une zone assez sensible pour l'État du Mali, mais aussi pour la MINUSMA. C'est pourquoi donc des forces ont été déployées ici pour faire face, bien sûr, à ces turbulences qui se répètent de jour en jour. Et la situation, vous la maîtrisez, elle est sous contrôle. Qu'est-ce que vous faites pour la maîtriser concrètement? Oui, la situation est sous contrôle. Au niveau des axes principaux, donc nous avons un dispositif. À l'intérieur de la ville aussi, nous avons des patrouilles et un dispositif fixe qui est composé donc des unités qui sont déployées ici, la MINUSMA, Serval, mais aussi les forces armées maliennes. Après l'attaque du convoi officiel hier avec des jets de pierre et des slogans les plus hostiles, les autorités maliennes entendent bien prendre à bras le corps la situation à Kidal. Nous avons déjà pris certaines dispositions. Le Premier ministre a saisi un certain nombre d'autorités pour faire état de ce qui s'est passé et pour qu'on prenne des dispositions rapides pour rétablir l'état de droit à Kidal, pour que les forces armées soient en capacité d'assumer leur mission en collaboration avec la MINUSMA et Serval. Le ministre de la Réconciliation nationale se dit disposé à parler à toutes les populations du Mali où qu'elles se trouvent, en prenant bien sûr en compte les spécificités locales. Il y a une spécificité locale. Il faudra prendre ça en considération dans la résolution des problèmes. Mais tous les problèmes seront traités. Nous allons revenir à Kidal dans les meilleurs délais. On va parler aux populations. On a parlé avec les responsables qui nous ont dit que les populations étaient disposées à écouter le message du gouvernement. Les populations favorables au Mali, l'administration et l'armée malienne voudraient bien se sentir ici en territoire malien. Elles appellent donc de tous leurs vœux à un règlement rapide et définitif de la question de Kidal. Quittons Kidal pour Gao où se trouvaient 3 ministres, Cheikh Oumar Diarra de la Réconciliation nationale que vous venez de voir sur ces images, Sada Samake de la sécurité et le général Moussa Sinko Koulibaly de l'administration territoriale. Les populations de Gao ont apprécié l'initiative et attendent impatiemment les assises du Nord prévues dans 2 mois. Le récit de nos envoyés spéciaux à Gao, Mohamed Diarra et Karunga Keita. 3 ministres avec un seul message, la réconciliation entre les Maliens. Un vœu si cher au président de la République. À Gao, les membres du gouvernement ont reçu les honneurs militaires. Après l'aéroport, direction le gouvernorat où les chefs de service, les notabilités et la société civile attendaient les visiteurs. Et c'est le ministre Moussa Sinko Koulibaly qui plante le décor en rappelant l'esprit de la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou et quelques insuffisances constatées dans l'exécution de certaines dispositions. Allusion au cantonnement des groupes armés. Une occasion toute trouvée pour l'assistance de parler de l'incident survenu dimanche à Kidal.
Tous les enseignements seront tirés pour que ce acte ne se répète plus, rassure les ministres. Nous avons vu sur le terrain qu'il y a un manque de coordination entre les forces présentes sur le terrain. Nous avons vu qu'il y a de nombreuses insuffisances. Toutes ces questions seront évoquées lors du comité technique de suivi qui va être organisé le 18 septembre et au cours duquel nous allons évoquer l'ensemble de ces questions pour lever les ambiguïtés, pour aller clairement vers une réaffirmation de la présence de l'État malien dans tous ses démembrements, forces armées, administration publique. Le gouvernorat de Kidal continue d'être occupé par des groupes armés. Le RTM continue d'être occupé par des groupes armés. La circulation dans Kidal est difficile. Pendant 2 heures, les uns et les autres se sont tenus le langage de la vérité sur la question de la réconciliation. Les règlements du Nord, il faut que ça se fasse en passant d'abord par la justice. Quand je dis justice, mettre les gens dans leurs droits. Ceux-là qui ont fait des flagellations, des viols, qu'ils soient arrêtés et punis. C'est ça que j'appelle justice. Bien évidemment, dans un pays où il n'y a pas de justice, c'est très difficile de restaurer l'autorité de l'État. Et quand vous regardez l'architecture gouvernementale, vous comprenez qu'on a donné une place importante au ministère de la Justice. Ça exprime un peu la volonté du gouvernement actuel. Toutes ces questions seront débattues dans 2 mois au cours des assises du Nord. Et certains ne manquent pas d'idées pour faciliter la tâche du gouvernement. On aurait aimé que ce soit d'abord des rencontres intercommunautaires. Parce que de la communauté Songhai, il y a des choses qui ne vont pas entre les citoyens. Et ensuite, les rencontres extra-communautaires. Les Songhai avec d'autres communautés. Parce que là aussi, ça ne va pas entre les différentes communautés. Mais assises de façon générale et globale comme ça, alors, bon, c'est eux qui ont décidé. Nous serons les acteurs. Nos attentes, c'est que toute la vérité soit dite. La nouvelle équipe gouvernementale entend donc éviter les erreurs qui ont plongé le Mali dans le chaos. Ce que je peux dire aux populations, c'est que les choses doivent changer. Et elles vont changer. Et pour ce faire, chacun de nous doit éduquer en soi des qualités qui puissent répondre aux besoins de notre nouvelle société. La paix, la vraie paix, la paix juste et la paix définitive, c'est vous qui la ferez. Et le gouvernement est là juste pour mettre en place les mécanismes. Les propositions de solutions doivent venir de vous. La paix ne se fera pas dans votre dos ou la paix ne se fera pas sans vous. D'où l'importance d'échanger avec l'ensemble des populations maliennes. Il s'agit en clair de bâtir un nouvel État avec des institutions fortes, ce qui passe par une réforme de l'armée. Auparavant, les ministres avaient rendu une visite de courtoisie au cadre de concertation des notables de la région de Gao. Le dernier acte de la mission ministérielle à Gao a été la rencontre avec le PCO opérationnel. Et notez que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était, lui, à Tombouctou. Nous en reparlerons d'ici la fin de ce journal avec nos envoyés spéciaux. Après la reconquête des régions du nord de notre pays, les activités socio-économiques affectées tentent de reprendre à Bourem. Même si c'est encore de façon timide, l'administration et les projets de développement s'installent progressivement. Boubacar Bablé Touré nous en parle. À l'instar des autres zones du Nord, Bourem a été affecté par la crise qu'a connue le Mali, notamment par la fuite des bras valides, la destruction des infrastructures sociales de base, entre autres. Aujourd'hui, la population se réjouit du retour de la paix, occasionnant la reprise des activités de l'administration, des ONG dont les actions sont focalisées sur l'éducation et la santé. Qui a vécu justement cette période d'occupation, qui vient voir Bourem aujourd'hui, il voit que le changement est net. Le centre de santé fonctionne, il faut le reconnaître à merveille aujourd'hui. C'est l'un des rares secteurs où presque tout le monde est revenu. Là où on a des problèmes, c'est au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation, il faut le reconnaître. Pour le moment, c'est surtout au niveau de Bourem que ça va au niveau du second cycle et le primaire. Sinon, en brousse, là, il faut le reconnaître qu'il n'y a que la plupart du temps,
il y a le directeur, peut-être au plus 2 mètres. Mais cette relance à pas feutré de l'économie ne doit pas empêcher de renforcer les actions favorisant la paix, le renforcement du tissu social et la sécurisation des personnes et de leurs biens, gage de tout développement durable. C'est qu'il était en bonne voie, à travers beaucoup de projets qui sont en bonne voie, surtout le barrage de Taoussa, lequel il était l'espoir de la région même de Gao. Donc, vraiment, l'occupation illégale, comme vous venez de dire, il a beaucoup joué sur l'économie, sur le développement des cercles de Bourem. La relance, ça n'a pas tout à fait fini, mais on a l'espoir. La ville de Bourem, située à 95 km de Gao, comprend 5 communes, à savoir Bamba, Temera, Bourem, Tabouy et Tarkinta. Retour à Bamako, 4 radios libres de la capitale ont reçu ce matin la visite du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Jean-Marie Sangaré était allé s'imprégner des conditions de travail des agents de ces radios FM. Fademba Keita a suivi la tournée. Son reportage. Émettant depuis le 13 septembre 1991 sur les 100.1 MHz, la radio Bamakan, première radio libre du Mali, a reçu en premier lieu la visite du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Ensuite, la délégation s'est rendue à Manyambougou et sur la colline de Badlabougou, où émettent respectivement la radio Guintan sur les 94.7 MHz et la radio Liberté sur les 97.7 MHz. Ces différentes radios, comme 300 autres, font partie de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Sur le siège de l'Union, qui a été l'avant-dernière étape de cette prise de contact avec le président de l'Union, plusieurs préoccupations ont été évoquées. En plus des activités de renforcement des capacités des agents de nos radios membres par l'organisation de formations ponctuelles, nous avons le souci de marquer notre présence dans les perspectives d'apporter des solutions aux défis actuels. Je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de points. L'organisation du festival Ondes de Liberté, faire de ce rendez-vous biennal des radios africaines un événement qui soigne la visibilité de notre pays. Le studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle en partenariat avec l'URTEL, conçu pour accompagner le processus démocratique au Mali, est la dernière étape de cette visite de terrain du ministre. Globalement, la situation est satisfaisante, mais de ce qui ressort de cette visite, c'est qu'il y a à parachever un certain nombre de chantiers. Il s'agit essentiellement de la mise en place de la haute autorité de la communication, qui est l'organe régulateur qui va se charger de globalement réguler ce secteur. Une fois l'état des lieux fait, il est de bon aloi que nous voyons à notre niveau comment faire pour mobiliser les ressources afin d'améliorer les conditions de travail. Le métier a besoin de plus de professionnalisme, ont laissé entendre les hommes des médias, ce qui sous-entend que l'espace demande d'ample formation et d'innovation, surtout en cette période où le passage au numérique devient une obligation. De son côté, le ministre de la Santé et de l'Hygiène s'est rendu successivement au centre de santé communautaire de Bankoni et au CHU Gabriel Touré. Ousmane Koné s'est imprégné des difficultés auxquelles sont confrontées les deux structures. Compte rendu Kadidiatou Koné. Nommé il y a une semaine comme ministre au département de la Santé, M. Ousmane Koné a effectué une visite au centre de santé communautaire de Bankoni, CESCOM Bankoni, en commune 1 du district de Bamako. Le choix de ce CESCOM n'est pas fortuit car il est la première structure communautaire du Mali et le quartier Bankoni se trouve être le plus peuplé de la capitale. À son arrivée, M. le ministre a été accueilli par les responsables de la dite structure pour lui faire part de leurs difficultés. Créé en juillet 1988, le CESCOM de Bankoni emploie aujourd'hui 26 agents pour plus de 388 000 habitants. Et tout récemment, après l'inondation du 28 août dernier, le CESCOM a pris en charge gratuitement plus de 220 patients, soit un manquement de près de 2 millions de francs CFA. Le ministre a eu l'occasion de constater les réalités de la structure de lui-même. Le gouvernement a élaboré, sous la conduite du Premier ministre, une stratégie de sortie des crises pour le Nord, qui se résume en 4 étapes. Premièrement, l'organisation des États généraux sur la décentralisation. La deuxième étape, c'est l'organisation des assises nationales sur le Nord, dans 45 jours.
le ministre chargé de la question du Nord, c'est lui qui a fixé ces timings. En même temps, il y aura l'organisation des concertations régionales sur la réconciliation. Et celles-ci doivent démarrer, selon le ministre Diarra, dans 15 jours. Enfin, la quatrième étape, c'est l'ouverture des négociations avec les groupes armés. D'autres préoccupations ont également été évoquées, comme les difficultés d'approvisionnement en hydrocarbures, l'état de la route Douanza-Tombouctou, communément appelée route de l'espoir, ou encore l'épineuse question de la fourniture d'électricité qui handicape considérablement l'économie à l'échelle régionale. Il y a à Tombouctou 5 heures d'électricité par jour. Et ça commence à 17h, à 19h, et puis ça finit à minuit, ou un peu plus tôt, ça dépend. Cela pose énormément de problèmes parce que pendant le jour, les gens ne peuvent pas travailler puisqu'il n'y a pas de courant. Pendant la nuit, c'est une partie de la nuit seulement où il y a du courant. Alors qu'avec dans une ville comme ça, où l'insécurité est encore là, dans les environs, c'est vraiment difficile de faire la sécurité dans l'obscurité permanente. S'agissant de son statut d'ancien rebelle évoqué dans la presse suite à sa nomination à la tête de la diplomatie malienne, le ministre Zahabi Ould Sidi Mohamed a tenu à rétablir certaines vérités. C'est vrai, je faisais partie de la rébellion des années 1994. Ce n'est un secret pour personne. C'est moi qui ai signé les accords de paix, les négociations. Dans la mise en œuvre, il y a eu des problèmes, tout le monde les connaît. Je n'ai rien à me reprocher personnellement. Je sais que certains faits ont été escamotés dans le cadre d'une très bonne guerre d'ailleurs. C'était de bonnes guerres à l'époque. Il n'y a jamais eu de mandat d'arrêt contre moi, contrairement à ce que certains ont dit. Il y a eu une étape, tous les rebelles l'ont intégré, ce n'est pas Zahabi seulement. Et moi, j'ai travaillé pour le Mali. J'étais aux Nations Unies. Et je travaillais sous le drapeau du Mali. Le chef de la diplomatie a promis de s'investir au sein de l'équipe gouvernementale pour défendre la position du Mali auprès des partenaires extérieurs et du coup rendre plus visibles les efforts entrepris par l'État malien grâce à sa solide connaissance du système des Nations Unies. Nous revenons dans la capitale où le personnel du bureau du vérificateur général s'informe sur les questions liées à l'approche genre et développement. 2 experts assurent la formation qui devra permettre aux agents de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale concernant la promotion du genre. Adama Kodjo. Pour établir l'égalité des chances entre les citoyens, le Mali a adopté en novembre 2010 une politique nationale sur le genre, avec une vocation orientée vers le contrôle financier et l'évaluation des politiques publiques. Le bureau du vérificateur général veut s'outiller davantage sur l'approche genre et développement. La formation va permettre au personnel de se doter de capacités supplémentaires dans l'analyse de l'efficacité du budget alloué à la promotion du genre. Il s'agit de considérer la contribution différenciée des hommes et des femmes dans les budgets, d'engager un diagnostic des effets de la répartition des recettes et des dépenses sur les hommes et les femmes, de répondre de manière équitable aux besoins pratiques et stratégiques des femmes et des hommes, des filles et des garçons, et de réduire les inégalités existantes entre les couches sociales. Pour la mise en œuvre de la politique nationale sur le genre, l'implication de tous les acteurs s'avère une nécessité, d'où la satisfaction de la directrice de ONU Femmes. Le suivi de la mise en œuvre des engagements reste un défi majeur. En effet, il est difficile aujourd'hui de voir la traduction opérationnelle des budgets programmés pour la réduction des inégalités de genre. Aussi, certaines mesures spécifiques prises par le gouvernement, comme la gratuité de la césarienne, même louable, restent à renforcer pour le plus grand bénéfice des femmes maliennes. Les femmes représentent plus de la moitié de la population et elles tiennent à occuper toute la place qui est la leur dans le développement socio-économique et culturel de notre pays. Elles constituent donc une force indéniable pour apporter une contribution significative à l'œuvre de construction nationale. La formation de 2 jours est assurée par 2 experts maliens.
2 nouveaux vérificateurs et 8 contrôleurs des services publics ont prêté serment ce matin à la Cour suprême. Ils ont été ainsi renvoyés à l'exercice de leurs fonctions par le président de l'audience. Moussa Fané pour le compte-rendu. Les 2 nouveaux vérificateurs ont pour mission de vérifier le concours financier accordé par l'État, contrôler la régularité et la sincérité des opérations de recettes et des dépenses effectuées par les institutions de la République. Après la prestation de serment des vérificateurs, 8 contrôleurs des services publics ont également prêté serment. Ceux-ci auront pour mission d'une part de contrôler tous les départements ministériels et les établissements privés qui reçoivent la contribution de l'État. D'autre part, de mettre en place un système de contrôle interne performant. Des missions qui ont été clairement expliquées par l'avocat général près de la Cour suprême, Tamba Namori Keita. Les 2 nouveaux vérificateurs et les 8 contrôleurs des services publics ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions par Étienne Kenny, assurant la présidence de l'audience. L'état-major des armées, l'ONG Femmes et le Royaume des Pays-Bas souhaitent renforcer les capacités des porteurs d'uniformes de la 4e région sur les droits humanitaires en période de conflit. Une formation vient d'être organisée à cet effet ce lundi à Nyono, la correspondance de Fousseini Samaki. Durant 2 jours, les militaires de la zone de défense de Ségou échangeront sur, entre autres thèmes, la préservation de l'humanité au cœur des conflits armés, le recrutement forcé des enfants soldats, la protection des femmes et des enfants avant, pendant et après la guerre. Ces informations reçues devraient permettre à l'armée de mener à bien sa mission régalienne en observant les droits humanitaires. Nous sommes là pour échanger avec nos compagnons d'armes, nous sommes là pour les informer, les sensibiliser surtout, les donner le maximum d'informations par rapport aux conventions et aux instruments juridiques ratifiés par notre pays, afin qu'ils fassent la part des choses, qu'ils arrivent à savoir qui est ennemi et qui ne l'est pas. Il convient que vous soyez sensibilisés et informés sur le droit humanitaire international. Cela est capital, car le soldat doit pouvoir concilier la rage de vaincre et la moralisation des actions qu'il pose sur le terrain. Les autorités de Nyono ont apprécié cette formation à sa juste valeur. Nous avons été souvent indexés, à tort ou à raison. C'est un correctif que le ministère veut apporter ce matin à Nyono. Comment vous amener à terre vos passions, à aller vers le conventionnel? Ce n'est pas facile. Cette formation de Nyono est le fruit du partenariat entre l'état-major des forces armées et de sécurité du Mali, l'ONU Femmes et le Royaume des Pays-Bas. Restons dans la même région où les structures de santé ont reçu un don de près de 30 millions de francs CFA. C'est un don de la Fondation Cheikh Mansour Haïdara, composé d'une ambulance et autres moustiquaires. La cérémonie de remise a eu lieu ce lundi en présence du gouverneur de Ségou, Kandesila. Une ambulance médicalisée et 700 moustiquaires imprégnés. Cette donation est l'œuvre de la Fondation Cheikh Mansour Haïdara. Des dons destinés respectivement à l'hôpital régional Niarankorofomba, au centre de santé Famorou Doumbia et à la mutualité de Ségou. En plus de ce don, chaque structure a reçu un billet d'avion pour le pèlerinage à la Mecque. Le tout d'une valeur d'environ 30 millions de francs CFA. Il s'agit à travers ce geste de servir les communautés conformément aux objectifs de la Fondation et aux principes de l'islam. Ségou Saratambolo, ambi ala deli ala kaseka fen noyama wati o wati anga seka fen chama ke Ségou basa nite foye ambulo foli ke kunten na fositala ala tonudo ala barkado ni ala herewero di na ala sona amina burlo wero ke Ségou amina don wero ke en remettant les clés de l'ambulance, le gouverneur a expliqué tout le sens de ce geste de la Fondation Mansour Haïdara. Ces dons émanent de la bonne volonté d'un Malien et fils de notre région. J'ai nommé M. Abdul Zalil Haïdara de la Fondation Cheikh Mansour Haïdara. Il est bon d'être aidé. Mais quand on est aidé par les siens, la solidarité retrouve tout son sens. Quant au directeur général de l'hôpital, le docteur Abdoulaye Sanogo, il a assuré le généreux donateur d'une utilisation judicieuse des dons reçus.
Place à présent à l'essentiel de l'actualité sur le continent, en bref et en images. 3 sujets, la reconstruction de la Somalie qui est en marche. Les autorités cherchent à convaincre la communauté internationale de mobiliser au moins 1 milliard d'euros. En République démocratique du Congo, les députés sont réunis pour examiner un projet de loi d'amnistie de certains prisonniers politiques. Et tout de suite, direction le Rwanda où ont eu lieu ce lundi les législatives. Quelques 6 millions de Rwandais étaient appelés aux urnes ce lundi pour élire leurs députés. Ils doivent départager 410 candidats, essentiellement issus de la coalition menée par le Front patriotique rwandais, parti au pouvoir. Une poignée de candidats indépendants figure sur la liste déposée par les 11 partis officiellement enregistrés au Rwanda. Mais l'opposition radicale en exil est la grande absente de ce scrutin, qui devrait conforter l'hégémonie du parti au pouvoir. Les députés congolais sont réunis depuis ce matin à Kinshasa en session ordinaire pour examiner le projet de loi d'amnistie promise par le président Joseph Kabila pour décrisper le climat politique. Si cette loi est votée, elle ouvrira la voie à la libération de certains prisonniers politiques. Parallèlement, le gouvernement examine en ce moment la possibilité d'une grâce présidentielle qui serait accordée à des prisonniers de droit commun. 1 milliard d'euros, c'est le montant qu'espèrent mobiliser les partenaires et donateurs de la Somalie qui se sont réunis à Bruxelles ce lundi. Alors que le pays a encore été la cible d'attentats des islamistes Chebab il y a 4 jours, l'Union européenne réaffirme son soutien aux nouvelles institutions de la Somalie pour poursuivre la reconstruction du pays. Elle mobilisera à elle seule quelques 650 millions d'euros durant les 3 prochaines années. Priorité sera accordée à la sécurité, à l'éducation et au redémarrage économique. Nous quittons le continent, mais nous restons avec l'actualité en bref et en images. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel pourrait obtenir assez facilement un 3e mandat. En témoigne la victoire de son camp en Bavière. Au Japon, un typhon a traversé plusieurs régions et tout de suite, rébellion aux Philippines. Les combats entre l'armée et les insurgés ont fait plusieurs dizaines de morts. L'armée poursuit son offensive à Zamboanga, au sud de l'archipel philippin, où une centaine d'insurgés continueraient de se battre. Elle a lancé lundi des frappes aériennes contre des indépendantistes musulmans qui attaquent depuis une semaine cette ville portuaire d'1 million d'habitants. Les combats ont déjà fait une 60aine de morts, dont 51 rebelles. Les organisations humanitaires s'inquiètent du sort des civils. Des dizaines d'habitants ont été pris comme boucliers humains par les rebelles du MNLF, tandis que 70 000 autres ont dû fuir les combats. Le typhon Manie a traversé lundi le Japon du sud-ouest au nord-est, faisant au moins 2 morts et une centaine de blessés. En raison des précipitations particulièrement fortes, plusieurs régions avaient été placées sous alerte spéciale. Dans la province de Fukushima, TEPCO, l'exploitant de la centrale ravagée par le tsunami de 2011, avait pris des dispositions, notamment pour consolider les installations ou pour éviter au maximum d'augmenter les quantités déjà très importantes d'eau radioactive dans les sous-sols du complexe. 5 mois après sa fermeture, le site industriel intercoréen de Kaesong se remet en route. Des Sud-Coréens ont traversé la frontière lundi pour rejoindre le complexe situé en Corée du Nord et qui abrite 123 entreprises sud-coréennes. Créée en 2004, la zone de Kaesong avait été fermée par Pyongyang en avril dernier. Après des semaines de vives tensions dans la péninsule, la Corée du Nord avait alors retiré ses 53 000 ressortissants qui travaillaient dans ses usines. En Bavière, une victoire de bon augure pour la chancelière allemande. Lors d'un scrutin régional, les conservateurs de cette région la plus vaste et la plus peuplée d'Allemagne ont regagné la majorité absolue qu'ils avaient perdue il y a 5 ans. Un triomphe à une semaine des législatives qui confirme les chances d'Angela Merkel de décrocher un 3e mandat. Une victoire ternie cependant par la déroute du FDP, leur allié gouvernemental, qui pourrait contraindre la chancelière à trouver un nouveau partenaire de coalition. Retour sur les Jeux de la francophonie qui ont pris fin ce dimanche à Nice en France. Et c'est la ville d'Abidjan qui va abriter les prochains Jeux. Retour ici sur les temps forts des Jeux de Nice avec un clin d'œil à la culture, aux sportifs africains et aux femmes.
4 ans après Beyrouth, la ville de Nice accueillait cette semaine les 7e Jeux de la francophonie qui ont pris fin ce dimanche. 2700 athlètes et artistes ont participé à ce grand événement sportif et culturel. Malgré des stades un peu désertés par le public, la culture, elle, a fait le plein. Art de la rue, chansons, vidéos et arts plastiques ont été plébiscités par le public. 54 pays étaient représentés à Nice pour ce grand rendez-vous de la famille francophone. Ces 7e Jeux à Nice ont permis de constater à quel point la jeunesse francophone s'investit dans cette mission. Les concours culturels auxquels nous avons assisté étaient tous riches d'héritages multiples, de beaux témoignages sur cette francophonie, qui est l'ouverture, cette ouverture aux autres cultures dans un vaste ensemble commun. Cette diversité nous grandit, mes chers amis. Ces Jeux ont toutefois été émaillés de quelques incidents, défections de 32 sportifs congolais et ivoiriens et problèmes de visa pour d'autres. C'est le cas de ces jeunes footballeurs congolais venus de Brazzaville qui ont dû prendre les Jeux en cours. Contre toute attente, ils s'en sont très bien sortis puisqu'ils ont battu en finale des lionceaux de l'Atlas marocain. Le cyclisme était également à l'honneur avec une forte participation féminine cette année. Dans les priorités de ma vie, de mon action politique, comme président de la République, comme secrétaire général de la francophonie, à la promotion de la femme. Alors vous voyez, le cyclisme et la femme, c'était parfait. Bonne route jusqu'à Abidjan. Le drapeau de la francophonie quittera les rives de la Méditerranée pour rejoindre en 2017 celle de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien des Sports a remercié les pays francophones pour leur confiance. Nous revenons à l'actualité nationale avec cette bonne nouvelle. Aucune menace acridienne ne plane sur le Mali pour la campagne agricole 2013-2014. C'est du moins ce que pensent les responsables du Centre national de lutte contre le criquet pèlerin. Dans une interview accordée à notre rédaction, le directeur du centre, Fakaba Diakité, rassure. Ces propos sont recueillis par Nando Dambeli. La situation du criquet pèlerin au Mali est relativement calme. Mais n'empêche que le risque zéro n'existant pas, il faut prendre certaines dispositions. C'est dans ce cadre que nous avons envoyé des équipes sur le terrain. Et vous devez savoir que la zone de reproduction et de grégalisation, c'est la région de Kidal et une partie des régions de Tombouctou et Gao. Avec la situation qui prévaut actuellement, on n'a pas pu dépêcher d'équipes sur la région de Kidal. Mais nous avons essayé de sécuriser les zones de culture en mettant deux équipes au niveau de Mopti, une équipe au niveau de Ségou et une équipe au niveau de la région de Plikoro. Pour le moment, ces équipes n'ont pas révélé la présence de criquet pèlerin dans la zone. Dans nos prévisions, même si on a une présence de criquet pèlerin cette année, ce ne serait pas comme une évasion. Il peut y avoir une augmentation des effectifs du criquet pèlerin et cela doit commencer d'abord par la zone grégarienne, la région de Kidal, Gao et Tombouctou. Mais s'il y a une bonne pluviométrie dans ces zones, il n'y aura pas d'arrivée de criquet pèlerin au niveau des régions de culture comme Mopti, Ségou, Koulikoro et Kaï. Et c'est pourquoi nous avons mis cette ceinture au cas où on avait une baisse du régime pluviométrique au niveau de la zone grégarienne, empêcher ces insectes de venir vers la région de Mopti, en tout cas les zones de culture. Nous utilisons plutôt des brigades de veille qui nous donnent des renseignements sur la présence ou non du criquet pèlerin. Et donc, insécurité aidant, nous avons mis de Kaï jusqu'à Kidal des brigades de veille qui nous servent de remonter de l'information. Mais jusqu'à présent, on n'a pas reçu de ces brigades de présence massive d'insectes de criquet pèlerin dans ces zones. Voilà, il n'y a pas de menace acridienne. La chronique santé du jour porte sur l'infirmité motrice cérébrale ou IMC, une affection qui touche essentiellement les enfants et qui peut les handicaper à vie, selon notre personne ressource. Sur 1000 enfants consultés en service de pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré, 300 à 350 le sont pour infirmité motrice cérébrale. Finalement, nombreux sont ceux qui, malheureusement, gardent à vie un handicap sévère. Notre équipe de reportage composé de Tchessira Dambélé et de Karunga Konaté est allé voir. Suivons.
Geste mal coordonné d'un enfant en service de pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré, signe d'une infirmité motrice cérébrale, une affection qui touche dans le monde entre 40 et 60 millions d'enfants. À l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, 300 à 350 enfants sur 1000 consultés en pédiatrie le sont pour ce handicap et une forte proportion d'entre eux garderont un handicap sévère, principale manifestation de l'IMC. L'enfant à 3 mois, 5 mois, 6 mois n'arrive pas à tenir la tête. Pour ce qui est de la position assise, il ne peut pas s'asseoir. Arrivé à l'âge de marcher à 4 pattes, il ne peut pas marcher à 4 pattes. Arrivé à l'âge de la marche autonome, il ne peut pas les accueillir. Il fait tout en retard en somme. Toutes ces acquisitions sont en retard chez ces enfants-là. En dehors de la motricité, ces enfants vont avoir de grosses difficultés par rapport à la vision. Souvent, c'est les yeux qui dévient. Donc, ils ont des problèmes, des difficultés visuelles, même des difficultés à pouvoir identifier les lettres. Ils ont également des difficultés d'élocution. De grosses difficultés d'élocution, ce sont des enfants qui vont parler très en retard et quand ils parlent, c'est vraiment difficile à comprendre. Les statistiques disent également que 20% des cas d'IMC sont liés aux difficultés de l'accouchement. Mais la gamme de causes est plus large, infection avant, pendant, après la naissance et la liste n'est pas close. À l'origine de ça, une infection de la maman, une infection génitale qu'on appelle choria amniotite qui peut monter pour être simple et toucher l'enfant. Donc on les appelle nous des embryos fœtopathiques. Et par rapport à ça, il y a la syphilis qui est possible, il y a la rubéole congénitale, la cytomégalo, toutes les infections avant la naissance qui peuvent survenir chez la mère peuvent être à l'origine d'une infection du système nerveux central et entraîner des lésions et être à l'origine de ce problème. En dehors de ça, il y a des pathologies de la maman elle-même, de la maman, les maladies de la mère comme le diabète, et qui sont des facteurs favorisants mais pas des étiologies. L'absence de cris chez l'enfant qui naît est un des signes qui doivent alerter les parents dès la maternité. Les spécialistes nous disent que le plus grand problème au Mali, c'est la souffrance fœtale. Éviter à son enfant ce type de handicap demande une vigilance sur toute la ligne, à commencer par la surveillance des grossesses. Donc, une des mesures de prévention, c'est la surveillance de nos grossesses pour détecter les grossesses à risque et pour éviter justement qu'il y ait ces problèmes-là à un moment quelconque. D'autres mesures nous sont conseillées pour faire face aux problèmes d'hygiène de tous les jours. Il faut, par rapport à la méningite, vacciner. Par rapport au palis, assurer la prévention du paludisme et lutter contre les maladies diarrhéiques qui peuvent être source de déshydratation. Des mesures simples qui sont accessibles et qui permettent d'éviter une telle catastrophe, parce que réellement c'est une catastrophe. La prise en charge de l'infirmité motrice cérébrale commence par son diagnostic en pédiatrie, mais elle est surtout multidisciplinaire, impliquant neuropédiatres, kinésithérapeutes, orthopédistes, psychomotriciens, neurochirurgiens. Ici, dans de nombreux cas, on arrive à aider l'enfant à se scolariser, mais les grands défis restent nombreux au Mali. Par exemple, l'adaptation des textes et des structures d'accueil pour ce type de handicap. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout à l'heure, le journal d'information avec Amara Malé Diallo. Demain, 10h-13h, vous serez avec Aïssata Ibrahim Maïga. Le plaisir sera pour moi de vous retrouver le soir. Très bonne suite de programme à tous sur l'ORTM.